L'année 793 marque le début d'un cauchemar pour l'Europe chrétienne. Sur l'île de Lindisfarne, au large de l'Écosse, des moines vaquent à leur prière matinale quand surgissent de la brume des navires à la proue sculptée de dragons. En quelques heures, le monastère n'est plus qu'un brasier fumant, ses religieux massacrés ou enchaînés, ses trésors sacrés arrachés des autels. Ce jour-là, les Vikings font leur première apparition fracassante dans l'histoire occidentale. Mais qui sont ces hommes que les chroniqueurs de l'époque décrivent comme des démons surgis des enfers ? Les Vikings viennent de Scandinavie, cette péninsule glaciale où les fjords découpent des côtes inhospitalières et où les hivers durent une éternité. Danois, Norvégiens et Suédois, ils partagent une langue commune, le norrois, et des divinités guerrières comme Odin et Thor. Dans leur société, la guerre n'est pas seulement un moyen de survie, c'est un chemin vers la gloire éternelle. Mourir l'épée à la main garantit une place au Valhalla, le paradis des combattants, où les guerriers festoient pour l'éternité aux côtés des dieux. Les raisons de leur expansion restent débattues par les historiens. Surpopulation, manque de terres arables, attrait des richesses de l'Occident chrétien ? Sans doute un mélange de tout cela. Une chose est certaine, à partir de la fin du 8e siècle, ces navigateurs hors pair se lancent à l'assaut de l'Europe avec une audace et une efficacité redoutables. Leur arme secrète, leurs navires. Les fameux dracars, ou plutôt les Langskip et Kneur, sont des merveilles d'ingénierie. Longs, étroits, dotés d'un faible tirant d'eau, ils peuvent aussi bien traverser les océans que remonter les fleuves les plus étroits. Là où les lourds navires français échouent, les embarcations vikings glissent comme des serpents. Cette mobilité leur permet de frapper n'importe où, n'importe quand, puis de disparaître avant que les défenseurs ne puissent réagir. Pendant que Charlemagne bâtit son empire, il prend déjà conscience du danger. En 799, un premier raid touche les côtes aquitaines. L'empereur réagit immédiatement. Il fait construire une flotte de guerre et place des sentinelles dans tous les ports et à l'embouchure des fleuves. Ce dispositif fonctionne. En 820, une flotte de 13 navires vikings tente de remonter la Seine, mais se fait repousser par les gardes du littoral. Charlemagne meurt en 814, mais sa volonté de fer a tenu les hommes du Nord à distance. Le problème, c'est que l'empire carolingien ne lui survit pas longtemps. Son fils Louis le Pieux parvient encore à maintenir une certaine cohésion, mais à sa mort, en 840, tout s'effondre. Ses trois fils se déchirent le pouvoir dans une guerre civile qui aboutit en 843 au traité de Verdun. L'empire de Charlemagne découpé en trois. Louis le Germanique prend l'Est, Lothaire obtient un territoire médian allongé, et Charles le Chauve hérite de la partie occidentale, cette Francie qui deviendra la France. Cette division est une aubaine pour les Vikings. Les trois frères, trop occupés à se quereller entre eux, n'ont ni le temps ni les moyens de défendre leurs frontières. À partir de 830, les raids se multiplient et changent de nature. Les Scandinaves ne se contentent plus de piller les côtes, ils s'enfoncent dans les terres, remontant les fleuves avec leurs navires légers. La Seine, la Loire, la Garonne deviennent des autoroutes de la terreur. En 841, une flotte viking remonte la Seine jusqu'à Rouen. La ville est mise à sac, ses habitants massacrés, ses bâtiments incendiés. C'est la première fois que les Normands, comme on commence à les appeler, du norrois Normanie, hommes du Nord, atteignent la future capitale de leur duché. Ils ne repartiront jamais vraiment. Les monastères sont leur cible favorite, et pour cause, ces établissements regorgent d'or, d'argent, de pierres précieuses, sous forme de reliquaires, de calices, de croix ouvragées. Ils sont également mal défendus, les moines ne sont pas des guerriers, et les abbayes sont souvent isolées dans les campagnes. Saint-Vendry, Jumièges, Saint-Denis, les plus riches établissements religieux de Francie tombent les uns après les autres. Les chroniqueurs de l'époque nous ont laissé des descriptions glaçantes de ces raids. Paschaz Radbert, moine à Corbie, écrit dans son commentaire des Lamentations de Jérémie, écrit « Qui aurait cru ce que nos yeux ont vu et fait l'objet de nos gémissements, qu'une troupe de pirates composée d'hommes ramassés au hasard fût venue jusqu'à Paris et eût détruit impunément les églises et les monastères des bords de la Seine ?» Un autre texte, les Annales de Saint-Bertin, rapporte que les Normands sortent de Condé, ravagent les contrées jusqu'à l'Oise, abattent les murs des villes, détruisent de fond en comble les monastères et les églises, font mourir par l'épée ou par la famine les serviteurs de Dieu ou les vendre au-delà des mers. La peur est telle qu'une prière s'ajoute aux litanies catholiques. A furore Norman Norum libera nos domine. De la fureur des Normands délivre nos seigneurs. Les Vikings sont perçus comme un fléau divin, une punition envoyée par Dieu pour châtier les péchés des chrétiens. Cette interprétation théologique n'aide vraiment pas à organiser une défense efficace.
Le 28 mars 845, jour de Pâques, Paris vit son pire cauchemar. Une flotte de 120 navires, transportant environ 6000 guerriers, remonte la Seine sous le commandement d'un chef nommé Reginerus. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir du légendaire Ragnar Lodbrok, cette figure semi-mythique que les sagas scandinaves décrivent comme l'un des plus grands rois vikings. Quoi qu'il en soit, l'homme qui dirige cette expédition sait exactement ce qu'il fait. Les Vikings ont soigneusement préparé leur raid. Ils ont envoyé des éclaireurs, étudié les défenses, choisi le moment parfait. Le jour de la résurrection, quand les chrétiens sont tous entièrement absorbés par leur cérémonie, les Drakkars surgissent. Charlemagne le Chauve tente de rassembler une armée, mais il est trop tard. Reginerus divise ses forces en 2 contingents et attaque sur les 2 rives de la Seine simultanément. L'armée franque est écrasée. Ce qui se passe ensuite donne le ton pour les décennies à venir. Pour obtenir le départ des pilleurs, Charlemagne verse un tribut colossal, 7000 livres d'argent. C'est le premier Danegeld, littéralement l'argent des Danois, payé par un roi franc. Ce ne sera pas le dernier. Ce paiement crée un précédent catastrophique. Les Vikings comprennent qu'ils peuvent extorquer des richesses considérables sans même avoir à combattre. Il suffit de menacer, d'assiéger, de terroriser et les Francs finissent par payer. Pourquoi risquer sa vie quand on peut s'enrichir en négociant ? Le raid de 845 établit un modèle que les Scandinaves reproduiront pendant des décennies. Les attaques se multiplient. En 851, le chef viking Hasting dévaste Rouen et Beauvais. En 856, une nouvelle flotte remonte la Seine et frappe Paris une 2e fois. Les envahisseurs installent désormais des camps permanents le long du fleuve, ce qui leur permet de coordonner leurs opérations. Ils hivernent sur place, construisent des fortifications, font venir femmes et enfants. La présence scandinave devient permanente. Charles le Chauve tente diverses stratégies. Il fait construire des ponts fortifiés sur la Seine pour bloquer le passage des navires. En 862, il promulgue l'édit de Pitre qui encourage les seigneurs locaux à ériger des châteaux forts. Mais ces mesures arrivent trop tard et restent insuffisantes. Le pouvoir royal s'effrite, les grands féodaux prennent leur indépendance et personne ne parvient à coordonner une défense efficace. En 861, Charles le Chauve est réduit à une manœuvre désespérée. Il paie le chef viking Wayland pour qu'il déloge d'autres vikings installés sur une île de la Seine. Wayland reçoit d'abord 3000 livres d'argent, puis encore 2000 et finit par accepter 6000 livres supplémentaires. Des vikings qu'il était censé combattre en échange de leur laisser la voie libre. Le roi franc s'est fait rouler dans la farine par des païens qui se moquent ouvertement de lui. Le règne de Charles le Chauve s'achève en 877. Ses successeurs font encore moins bien. Louis le Bègue meurt en 879 après une campagne désastreuse contre les Vikings. Louis III remporte une victoire à Saucourt-en-Vimeux en 881, mais cela ne change pas grand-chose à la situation générale. Carloman II n'a pas plus de succès. À la mort de ce dernier sans héritier, les grands du royaume font appel à Charles le Gros, le plus jeune fils de Louis le Germanique, qui règne déjà sur la Francie orientale. Pour un bref moment, l'empire de Charlemagne est reconstitué sous une seule couronne. Et c'est là que tout bascule. En novembre 885, une armée gigantesque se rassemble devant Paris. Les chroniques parlent de 700 navires et de 30 000 guerriers. Des chiffres sans doute exagérés, mais qui donnent une idée de l'ampleur de la menace. Le chef de cette expédition, un certain Siegfried, demande à l'évêque Gozlin l'autorisation de remonter le fleuve pour aller piller la Bourgogne. L'évêque refuse. Le siège commence. Pendant plus d'1 an, Paris résiste héroïquement. Le comte Eudes, fils de Robert le Fort, organise la défense avec une énergie remarquable. Les assauts vikings échouent les uns après les autres. Les Parisiens repoussent les attaques avec de l'huile bouillante, de la poix enflammée, des pierres. La tour du Tranchâtelet, qui garde l'un des ponts, subit des dizaines d'assauts sans tomber. L'évêque Gozlin meurt d'épuisement en avril 886, mais la ville tient bon. Puis arrive Charles le Gros avec son armée. Les Parisiens exultent. Enfin les renforts, l'empereur va écraser les Vikings et libérer la capitale. Sauf que Charles le Gros n'a aucune intention de combattre. Fatigué, malade, peut-être simplement lâche, il négocie avec Siegfried. En mai 887, il accepte de payer aux Vikings 700 livres d'argent et de les autoriser à piller la Bourgogne à leur guise. La honte est immense. Les Parisiens, qui ont souffert pendant des mois, voient leurs sacrifices réduits à néant par un empereur qui préfère acheter la paix plutôt que défendre ses sujets. En novembre 887, les grands du royaume se réunissent à la diète de Tibur et déposent Charles le Gros. L'empire carolingien se disloque définitivement.
En Francie occidentale, les grands élisent comme roi le héros du siège de Paris, le comte Eudes. C'est dans ce chaos que grandit un enfant de 8 ans nommé Charles, fils posthume de Louis le Bègue. Un jour, il sera connu sous le nom de Charles le Simple. Et c'est lui qui trouvera enfin la solution au problème viking. Qui est cet homme qui va changer le cours de l'histoire de France ? Rollon, ou Rolf en vieux norrois, reste une figure mystérieuse malgré son importance capitale. Les sources divergent sur presque tous les aspects de sa vie, à commencer par ses origines. Dudon de Saint-Quentin, le premier chroniqueur à avoir raconté son histoire vers l'an 1000, en fait un Danois de haute lignée, chassé de son pays par un roi de Dacie non nommé. Guillaume de Jumièges, qui écrit au XIe siècle, confirme cette version en précisant que Rollon vient de Dacie, qui s'appelle aussi Danemark. Mais de l'autre côté de la mer du Nord, les sagas islandaises racontent une histoire différente. Pour Snorri Sturluson, l'auteur de la Heimskringla au XIIIe siècle, Rollon serait norvégien, fils d'un jarl, un prince viking du nom de Rangvald Redemort. Les historiens modernes penchent plutôt vers l'origine norvégienne, tout en admettant que la question ne sera probablement jamais tranchée définitivement. Car au IXe siècle, les distinctions entre Danois, Norvégiens et Suédois sont floues. Ces peuples parlent la même langue, partagent les mêmes croyances, et les chefs de guerre recrutent indifféremment parmi les trois nations. Rollon lui-même commandait sans doute une bande composée de Scandinaves de diverses origines, auxquels s'ajoutaient des Anglo-Saxons et peut-être même des Francs renégats. Ce qu'on sait de certains, c'est que Rollon était un colosse. Son surnom, le marcheur, Gongo Rolf en norrois, viendrait du fait qu'aucun cheval ne pouvait supporter son poids. Il devait donc se déplacer à pied. L'image est peut-être légendaire, mais elle dit quelque chose du personnage. Un homme imposant, qui en impose et qui ne passe pas inaperçu. Selon les sagas, Rollon aurait été banni de Norvège par le roi Harald à la belle chevelure, celui qui acheva l'unification du pays vers 880. Son crime, avoir fait un coup de main dans le Vik, le fjord d'Oslo, territoire personnel du roi. Cette pratique du raid entre vikings n'était pas inhabituelle, mais s'attaquer au souverain lui-même était évidemment une erreur fatale. Contraint à l'exil, Rollon aurait d'abord gagné les Orcades ou les Hébrides, puis l'Angleterre, avant de tourner ses ambitions vers le continent. Toujours selon Dudon, Rollon aurait loué ses services au roi d'Angleterre, probablement Alfred le Grand, pour combattre d'autres vikings. Cette pratique était courante, les souverains chrétiens n'hésitaient pas à employer des mercenaires scandinaves contre leurs propres congénères. Alfred le Grand, qui avait dû faire face à une invasion massive et concéder aux Danois tout l'est de l'Angleterre, le fameux Danello, savait qu'il valait parfois mieux acheter un viking que le combattre. Mais l'Angleterre n'offrait pas assez de perspectives aux chefs vikings. Vers 876, Rollon et sa bande débarquent dans la vallée de la Seine. Il participe peut-être au siège de Paris de 885-887, mais son rôle exact reste incertain. Ce qui est sûr, c'est qu'au tournant du siècle, Rollon est devenu le maître incontesté des Vikings de la Seine. Son quartier général se trouve à Rouen, qu'il a fait reconstruire après l'avoir détruite lors des raids précédents. C'est à cette époque qu'il épouse Poppa, fille du comte Béranger de Bayeux, un puissant seigneur franc. Les circonstances de cette union restent floues. Enlèvement, mariage négocié, peu importe. Ce qui compte, c'est que Rollon commence à tisser des liens avec l'aristocratie franque. Il n'est plus seulement un pirate, il devient un seigneur, avec des alliances, des héritiers, des ambitions politiques. Cette évolution est typique des Vikings de la fin du IXe siècle. Après des décennies de pillage, beaucoup aspirent désormais à se sédentariser. Les raids rapportent de moins en moins, les monastères ont été pillés tant de fois qu'ils n'ont plus grand-chose à voler, et les populations se sont organisées pour se défendre. Les chefs scandinaves rêvent de terres à cultiver, de domaines à transmettre à leurs enfants, d'une place dans la société chrétienne européenne. Rollon passe un accord avec l'archevêque de Rouen, connu sous le nom de Pacte de Jumièges. En échange de la promesse d'épargner la ville, les Vikings obtiennent le droit de s'installer dans plusieurs bourgs de la Basse-Seine. C'est un arrangement précaire, non officiel, mais qui témoigne d'un changement de mentalité. Rollon ne veut plus seulement piller, il veut posséder. Cela ne l'empêche pas de continuer les raids. En 910, il lance une expédition vers Paris, qui échoue. L'année suivante, il tente sa chance du côté de Chartres. C'est là que tout va basculer. Le 20 juillet 911, Rollon et ses guerriers mettent le siège devant Chartres. La ville possède une relique précieuse, le voile de la Vierge, qui attire les pèlerins et les richesses. Mais les Chartrains ne sont pas décidés à se laisser faire. L'évêque Gantôme organise la défense et envoie des messagers aux 4 coins du royaume pour appeler à l'aide. La réponse dépasse ses espérances. Une coalition se forme, réunissant les plus puissants seigneurs de Francie.
Robert, marquis de Neustrie et frère du défunt roi Eudes, prend la tête de l'armée. À ses côtés marchent Richard le Justicier, duc de Bourgogne, Aebe le Manzère, comte de Poitiers, et Manassès, comte de Dijon. Ces hommes représentent la fine fleur de l'aristocratie franque, et ils sont bien décidés à infliger une leçon aux Vikings. Roland a installé son camp dans la vallée de l'Eure, position qui lui assure un accès facile au ravitaillement et le contrôle des deux rives de la rivière. Il a fait construire des abris mobiles pour protéger ses hommes pendant le siège. Mais il n'a pas prévu que les renforts arriveraient si vite. L'armée franque surgit par le sud-est, prenant les Vikings à revers. La bataille est féroce. Une légende pieuse raconte que l'évêque Gontome fit placer le voile de la Vierge sur les remparts, aveuglant miraculeusement les assaillants scandinaves. La réalité est sans doute plus prosaïque. Les Francs, supérieurs en nombre et bien commandés, écrasent les forces de Roland. Plus de 6000 Vikings auraient péri sur le champ de bataille. Roland lui-même parvient à s'échapper, mais sa puissance est brisée. Il n'a plus assez d'hommes pour reprendre l'offensive, et ses alliés scandinaves hésitent désormais à le rejoindre. Le chef viking, qui terrorisait la Francie depuis des décennies, se retrouve acculé, obligé de négocier. Et c'est là qu'intervient Charles le Simple. Le roi franc n'a pas participé à la bataille de Chartres. À 32 ans, il règne sur un royaume morcelé où les grands seigneurs font à peu près ce qu'ils veulent. Son surnom, le Simple, ne signifie pas qu'il est idiot, mais plutôt qu'il est franc ou direct. En latin, Carolus Simplex peut se traduire par Charles le Sincère. L'histoire montrera qu'il était aussi pragmatique et visionnaire. Charles comprend ce que ses prédécesseurs n'avaient pas compris. On ne peut pas exterminer les Vikings. Ils sont trop nombreux, trop mobiles, trop déterminés. À chaque défaite, de nouvelles bandes arrivent de Scandinavie. Le pays tout entier pourrait mourir d'épuisement à force de repousser des envahisseurs qui reviennent toujours. Il faut trouver une autre solution. Cette solution, Charles l'a peut-être trouvée en regardant ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. En Angleterre, Alfred le Grand a réussi à pacifier les Vikings en leur concédant le Danello, un territoire où ils peuvent s'installer et vivre selon leurs propres lois, à condition de reconnaître la suzeraineté du roi saxon et de se convertir au christianisme. Les résultats sont mitigés, mais l'idée est là, transformer l'ennemi en allié, le pillard en gardien. Charles envoie l'archevêque de Rouen, Francon, négocier avec Roland. Le message est clair. Si le chef viking accepte de se convertir au christianisme et de prêter hommage au roi, il recevra en échange un territoire en toute propriété. Des terres que lui et ses descendants pourront gouverner à leur guise, à condition de les défendre contre les autres vikings. Pour Roland, l'offre est tentante. Il a passé 60 ans à parcourir les mers, à combattre, à piller. Il est riche, mais il est aussi fatigué. Et surtout, il sait que le vent tourne. Les Francs s'organisent, les victoires faciles se font rares, et ses hommes commencent à rêver de stabilité. La défaite de Chartres lui a montré qu'il n'est pas invincible. Peut-être est-il temps de ranger les épées et de devenir ce qu'il a combattu toute sa vie, un seigneur chrétien. Les négociations durent plusieurs semaines. Roland marchande âprement. Il veut plus de terres, plus de garanties, plus de reconnaissance. Une trêve de 3 mois est conclue pendant les pourparlers. Chaque camp occupe une rive de l'Epte, la petite rivière qui servira de frontière. Des otages sont échangés pour garantir la bonne foi des deux parties. Finalement, à l'automne 911, les deux hommes se rencontrent à Saint-Clair-sur-Epte, un petit bourg situé au confluent de l'Epte et de la Seine. Ce qui va s'y passer va changer l'histoire de France pour toujours. La scène se déroule quelque part entre octobre et novembre 911. Le roi Charles le Simple, entouré de ses barons et de ses évêques, attend sur la rive gauche de l'Epte. Face à lui, de l'autre côté de la rivière, Roland et ses guerriers observent. La tension est palpable. Ces hommes se sont combattus pendant des décennies. Aujourd'hui, ils vont faire la paix. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte n'a pas survécu sous forme écrite, si tant est qu'il ait jamais été rédigé sur parchemin. Tout ce que nous en savons vient du récit de Dudon de Saint-Quentin, rédigé près d'un siècle plus tard à la demande des descendants de Roland. Ce chroniqueur avait ses propres objectifs, glorifier la lignée ducale et légitimer son pouvoir. Il faut donc prendre son témoignage avec précaution, tout en reconnaissant qu'il est notre seule source détaillée. Selon Dudon, les clauses du traité sont les suivantes. Charles III concède à Roland la région comprise entre l'Epte et la mer. La délimitation exacte reste floue, mais il s'agit grosso modo de l'actuelle Haute-Normandie, peut-être augmentée d'une partie du Calvados. On est loin du duché de Normandie dans ses frontières définitives, qui ne sera constitué que progressivement au cours des décennies suivantes. En échange, Roland doit prêter hommage au roi. Il devient son vassal, son homme, et s'engage à le servir militairement en cas de besoin.
Surtout, il doit protéger le royaume contre les autres vikings. Les terres qu'il reçoit ne sont pas seulement une récompense, elles sont une charge, une responsabilité. Un diplôme royal de 918 le confirme explicitement en parlant des territoires concédés aux Normands de la Seine, c'est-à-dire à Roland et à ses compagnons, pour la protection du royaume. L'autre clause majeure est la conversion au christianisme. Roland doit se faire baptiser, lui et tous ses hommes. C'est la condition sine qua non de l'accord. Un païen ne peut pas être le vassal d'un roi chrétien. Il ne peut pas posséder légalement des terres en pays franc. Il ne peut pas s'intégrer à la société féodale européenne. Le baptême est la porte d'entrée obligatoire. Dudon ajoute que Charles le Simple aurait donné sa fille Gisla en mariage à Roland. C'est possible, mais cette Gisla pose problème aux historiens. Elle devait être très jeune, peut-être encore enfant, et certains doutent même de son existence. En tout cas, si ce mariage a eu lieu, il n'a pas laissé de descendance. L'héritier de Roland, Guillaume Longue-Épée, est le fils de Poppa, l'aristocrate franque qu'il avait épousé des années plus tôt. La cérémonie d'hommage elle-même donne lieu à une anecdote fameuse que Dudon rapporte avec délectation. Selon la tradition franque, le vassal doit placer ses mains dans celles de son seigneur, puis s'agenouiller pour lui baiser le pied en signe de soumission. Roland refuse catégoriquement de s'agenouiller. Il est jarl, prince viking, jamais il ne s'humiliera devant quiconque. Un compromis est trouvé. L'un de ses hommes effectuera le geste à sa place. Ce qui suit est digne d'une comédie. Le guerrier viking s'avance, saisit le pied du roi et le lève si haut que Charles le Simple perd l'équilibre et tombe à la renverse. L'assistance retient son souffle. Les épées commencent à glisser des fourreaux. Mais Charles, contre toute attente, éclate de rire. La tension se dissipe dans l'hilarité générale. Le roi a compris que ces hommes ne seraient jamais de dociles serviteurs. Il faudra faire avec. Cette anecdote est-elle vraie? Probablement pas. Elle ressemble trop à une blague que les Normands auraient racontée pour se moquer de leurs anciens ennemis. Dudon lui-même écrit pour flatter les descendants de Roland, montrer leur ancêtre humiliant le roi de France servait leurs intérêts. Mais vraie ou fausse, l'histoire en dit long sur la nature de l'accord de Saint-Clair-sur-Epte. Ce n'est pas la soumission d'un vaincu, c'est un marché entre deux puissances qui ont intérêt à s'entendre. Le baptême de Roland a lieu l'année suivante, en 912, dans la cathédrale de Rouen. L'archevêque verse l'eau bénite sur le front du vieux viking, qui prend le nom chrétien de Robert, en l'honneur de son parrain, le marquis Robert de Neustrie, le même qu'il avait vaincu à Chartres un an plus tôt. Ses guerriers sont baptisés avec lui. En quelques heures, une armée de païens devient officiellement chrétienne. Officiellement. Car dans la pratique, la conversion est superficielle. Roland lui-même, selon certaines sources, aurait continué à sacrifier aux anciens dieux en secret. Sur son lit de mort, il aurait fait décapiter 100 prisonniers chrétiens en l'honneur d'Odin, tout en donnant 100 livres d'or aux églises de Normandie. Couvrir ses arrières pour l'au-delà, que ce soit le Valhalla ou le paradis, le vieux pirate n'avait rien perdu de sa prudence. Les années qui suivent le traité de 911 sont cruciaux. Roland tient parole. Il protège son territoire contre les incursions des autres bandes vikings, et il respecte les frontières du royaume. Quand Charles le Simple est emprisonné par ses propres barons en 923, Roland lance bien quelques raids en Picardie, mais c'est davantage pour manifester son mécontentement que pour reprendre la guerre. Le pacte de Saint-Clair-sur-Epte tient. Plus remarquable encore, les Vikings se transforment. En l'espace de 2 ou 3 générations, ces pillards scandinaves vont devenir les plus fidèles sujets du royaume, des chrétiens convaincus, des bâtisseurs d'abbayes et de cathédrales. Cette métamorphose est l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire médiévale. Comment l'expliquer? D'abord par la politique délibérée de Roland et de ses successeurs. Le vieux chef viking comprend que pour durer, il faut s'intégrer. Il restaure le siège archiépiscopal de Rouen, rappelle les moines dans leur monastère, protège les églises qu'il avait autrefois pillées. Il maintient le système administratif carolingien en place, gardant les structures existantes plutôt que d'imposer les coutumes scandinaves. Les lois franques continuent de s'appliquer aux populations indigènes. Bien sûr, Roland apporte aussi des innovations scandinaves. Il introduit le bannissement, l'ulac, comme châtiment suprême, une peine qui était courante en Norvège. Il instaure son monopole sur les épaves marines et la chasse à la baleine. Mais ces ajustements restent marginaux. L'essentiel du cadre juridique et social demeure carolingien. Une légende illustre la rigueur avec laquelle Roland fait régner l'ordre dans son territoire. Il aurait suspendu un anneau d'or à un arbre dans la forêt de Roumar, près de Rouen, et l'anneau serait resté là pendant 3 ans sans que personne n'ose les voler.
L'histoire est probablement inventée, mais elle témoigne de la réputation de Roland. Sous son règne, la Normandie devient une terre sûre, où les marchands peuvent circuler et les paysans cultiver en paix. Le métissage joue également un rôle majeur. Les Vikings ne sont pas venus seuls, ils ont amené des femmes, des enfants, des serviteurs. Mais ils sont minoritaires face à la population gallo-romaine et franque déjà installée. Les mariages mixtes se multiplient. Les enfants grandissent entre deux cultures, deux langues, deux religions. À la deuxième génération, la plupart ne parlent plus le norrois. Ils ont adopté le roman, l'ancêtre du français. Guillaume Longue-Épée, le fils de Roland, incarne parfaitement cette transition. Né outre-mer selon la complainte qui lui est dédiée, probablement avant l'installation de son père en Normandie, il est le fils d'une mère chrétienne, Poppa, et d'un père encore païen. Élevé dans la foi catholique, il aurait même envisagé de se faire moine avant que les responsabilités dynastiques n'en dissuadivent. Quand Rollon, trop vieux pour gouverner, lui transmet le pouvoir vers 927, Guillaume est un prince chrétien accompli, plus franc que viking. Son règne consolide l'œuvre de son père. En 924, puis en 933, la Normandie s'agrandit. Le roi Raoul, successeur de Charles le Simple, cède à Guillaume les territoires de Bayeux et du Bessin, puis le Cotentin et l'Avranchin. Le duché atteint presque ses frontières définitives. Guillaume impose également sa suzeraineté sur une partie de la Bretagne, même si cette domination reste contestée. Mais cette expansion ne va pas sans tension. Les Vikings installés à l'ouest du duché, notamment dans le Cotentin, sont moins assimilés que ceux de la région rouennaise. Ils restent païens, parlent encore norrois et voient d'un mauvais œil ce duc qui leur impose la religion des Francs. En 935, un chef nommé Riulf rassemble 4000 hommes et marche sur Rouen. Guillaume hésite longtemps. Doit-il négocier, fuir? Un vieux compagnon de son père, Bernard le Danois, le convainc de se battre. Avec seulement 300 hommes, le duc attaque par surprise les rebelles dans un lieu qui portera désormais le nom de près de la bataille. Riulf est capturé et aveuglé. L'autorité ducale est rétablie, mais au prix d'une fracture profonde entre les différentes composantes de la société normande. Cette victoire vaut à Guillaume son surnom de Longue-Épée, car aucun ennemi ne résistait à son arme. Mais elle ne lui épargne pas une fin tragique. Le 17 décembre 942, lors d'une entrevue avec le comte Arnoul de Flandre sur une île de la Somme à Piquigny, Guillaume est assassiné. Les meurtriers obéissaient probablement aux ordres d'Arnoul, inquiet de la puissance croissante de la Normandie. Ils trouvèrent sur le corps du duc une clé qui ouvrait un coffre contenant une bure de moine. Guillaume n'avait jamais renoncé à son rêve de vie contemplative. À la mort de Guillaume Longue-Épée en 942, la Normandie semble condamnée. Son fils Richard n'a qu'une dizaine d'années, les ennemis affluent aux frontières et le roi Louis IV d'Outre-mer tente de reprendre le territoire. Pourtant, le duché survit. Les grands seigneurs se rallient autour du jeune héritier, repoussent les menaces et préservent l'œuvre des fondateurs. Devenu adulte, Richard Ier se révèle un souverain capable. Sous son règne, puis celui de son fils Richard II, la Normandie devient l'une des principautés les plus puissantes d'Europe. Cette réussite repose sur 3 piliers. D'abord, un pouvoir centralisé. Contrairement aux autres fiefs où les seigneurs agissent à leur guise, les ducs maintiennent un contrôle ferme grâce à des vicomtes révocables. Ensuite, une aptitude militaire héritée des Vikings. Les chevaliers normands sont réputés pour leur discipline et leur cavalerie lourde redoutée. Enfin, l'alliance avec l'Église. Les ducs reconstruisent les monastères détruits par leurs ancêtres et les abbayes de Jumiage, Saint-Vendry et du Mont-Saint-Michel deviennent des centres de rayonnement culturel. En 1066, cette puissance éclate au grand jour. Guillaume, duc de Normandie et descendant direct de Rollon, traverse la Manche et écrase le roi Harold à Hastings. En 155 ans, la famille est passée de pirate païen à souverain chrétien. L'aristocratie anglo-saxonne est replacée par des seigneurs normands, le français devient langue de cour, et l'architecture normande transforme le paysage anglais. Cette union durera jusqu'en 1204, quand Philippe Auguste annexe la Normandie au domaine royal français. Le roi, qui avait osé traiter avec les Vikings, connut une fin tragique. Après le traité de 911, Charles semble prospérer. Il récupère la Lotharingie et étend son influence vers l'Est. Mais il commet une erreur fatale en s'entourant de conseillers lotharingiens, négligeant les grands seigneurs francs. Le marquis Robert de Neustrie, vainqueur de Rollon à Chartres, se pose en défenseur des intérêts locaux. En 922, les Grands déclarent Charles déchu et élisent Robert roi. Charles refuse cette destitution. Le 15 juin 923, les armées s'affrontent près de Soissons. Robert est tué, mais les partisans de Charles sont vaincus.
Le roi fuit en Lotharingie, où le comte Herbert II de Vermandois lui tente un piège. Invité à négocier, Charles est arrêté et emprisonné. Il passera 6 ans en captivité, d'abord à Château-Thierry, puis à Péronne, pendant que Raoul de Bourgogne règne à sa place. Le 7 octobre 929, Charles meurt dans sa prison à 50 ans. L'ironie veut que le traité de Saint-Clair-sur-Epte, longtemps perçu comme une humiliation, fut la décision la plus visionnaire de son rêve. En créant la Normandie, Charles mit fin aux raids vikings et transforma des ennemis en gardiens du royaume. Des accords entre Francs et Vikings avaient existé avant 911, mais aucun n'avait duré. Ce qui rend celui-ci différent, ce sont ses conséquences durables. Plusieurs facteurs expliquent ce succès. Le moment était propice. Les Vikings de la Seine étaient installés depuis des décennies et avaient commencé à s'intégrer. Rollon lui-même, malgré ses raids, aspira à la respectabilité. Le traité officialisa une évolution déjà en cours. Les terres étaient bien conçues. Charles ne donna pas simplement des terres, il confia une mission de défense du royaume. Cette responsabilité orienta l'énergie normande vers un objectif constructif. De plus, les terres furent données en alleux et en propriété, transmissibles aux héritiers, ce qui incita les Normands à investir dans leur territoire. Enfin, la conversion au christianisme fournit un cadre commun. Même si le baptême de Rollon n'était peut-être pas sincère, ses descendants devinrent de fervents chrétiens. L'Église servit de pont entre les deux cultures. Ce modèle inspira d'autres arrangements en Europe, mais nulle part la transformation ne fut aussi spectaculaire. En 150 ans, les fils de Rollon passaient du statut de pirate à celui de roi. L'héritage du traité de 911 reste visible aujourd'hui. La Normandie existe toujours, avec ses frontières héritées des concessions faites aux descendants de Rollon. Les noms de lieux témoignent de la colonisation scandinave. Les villages en Hentot, en Bec ou en Hog portent la marque viking. La langue conserve ses traces. Des mots français comme havre, vague ou équipé viennent du vieux norrois. L'anglais, transformé par la conquête de 1066, mêle vocabulaire germanique et français dans une synthèse unique. Le système judiciaire anglais, avec sa common law et son jury populaire, doit beaucoup aux pratiques normandes. Mais l'héritage le plus important est symbolique. Ce traité prouve qu'il est possible de transformer un ennemi en allié, que l'intégration peut réussir quand elle s'accompagne de vraies responsabilités pour les deux parties. Les descendants de Rollon ont régné de l'Écosse à la Sicile, du pays de Galles à Antioche, marquant profondément l'histoire européenne. Rollon mourut vers 932. Dudon de Saint-Quentin raconte qu'à la fin de sa vie, aveugle et impotent, il faisait des dons aux églises tout en ordonnant des sacrifices aux anciens dieux. Un homme entre deux mondes, qui n'a jamais vraiment choisi entre le Christ et Odin. Sa tombe à Rouen fut profanée au XVIe siècle. Ses ossements sont disparus, mais son héritage demeure inscrit dans la géographie française, la langue anglaise et les institutions de plusieurs nations. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte n'est pas qu'un document historique, c'est le récit d'une transformation impossible devenue réalité. Les hommes du Nord sont venus en pillards, ils sont restés en bâtisseurs, et l'Europe n'a plus jamais été la même.